L'IMAX 70 mm arrive en France, Pathé vient de subir un échec historique. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine, on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un truc, quelque chose que je consomme et que j'aime. Vu que je travaille beaucoup, je n'ai pas toujours le temps de manger en me posant, en prenant mon temps ou tout simplement de manger équilibré. J'ai besoin d'une vraie alternative à la malbouffe, à une alimentation malsaine qui fait du mal et je n'ai pas envie de sauter un repas non plus quoi. C'est là qu'intervient YFood, un moyen rapide d'accéder à une alimentation saine et qui donne de l'énergie. Ceci peu importe votre mode de vie, hein. Je vous jure, ça dépanne. Je suis obligé d'enlever le fond vert parce que sinon vous allez pas voir, mais grosso modo, j'ai plein de bouteilles comme ça. Et évidemment, vous me connaissez, c'est des boissons véganes. Mais vous inquiétez pas, il existe des versions classiques et même fruity pour ceux que ça intéresse. C'est 500 calories par bouteille. Normalement, vous êtes rassasié pendant de 3 à 5 heures. Quasiment 30 grammes de protéines, 26 vitamines et minerais essentiels, sans gluten, sans lactose évidemment, pas de sucre ajouté. Vous avez des packs avec les 5 best-sellers qui revient à 19,95, soit 3,99 la bouteille. De cette sélection, ma préférée était Berry pour le coup. Je dis était parce que j'ai tout dégommé, voilà, je vous le dis. Hein. Je remets le fond vert quand même. Mais que vous travaillez beaucoup, que vous soyez régulièrement en déplacement ou que vous ayez juste pas le temps pour plein de raisons différentes, certains jours vous avez juste besoin d'un repas rapide et je vous jure, ça dépanne. C'est un repas facile, nourrissant, équilibré, avec un vrai bon goût et abordable. Et oui, regardez, on voit rien avec le fond vert parce que c'est la version vegan, c'est vert. Mais je vous jure, il y a certains moments où ça a vraiment sauvé ma vie parce que sinon j'allais juste pas manger. Donc foncez sur ces boissons repas. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de bénéficier de 20% de réduction sur le pack découverte pour les nouveaux clients. Utilisez le code REG-YouTube et foncez sur l'offre. Ça se confirme pour Pathé avec son énorme projet La Bataille de Gaulle qui est un énorme échec, sûrement le plus gros échec de l'histoire de Pathé aujourd'hui, à revérifier et voir combien de chiffres il va faire dans les semaines qui viennent, voir si la sortie du deuxième film début juillet va revigorer peut-être le premier ou les deux, on n'en sait rien, mais pour minimum 80 millions de budget, le film La Bataille de Gaulle, la première partie, a fait 300 000 entrées en une semaine, ce qui est vraiment pas beaucoup pour le budget. C'est un film classique français, ok, mais là, vu la taille du blockbuster et tout, moi je l'ai critiqué, hein. Je vous ai dit une chose très simple, fallait faire un bon film. Si vous faites un bon film, les gens ils y vont. Les rayons et les ombres, pardon, les gens sont allés le voir, ça n'a pas fait genre des millions d'entrées, c'est un film assez cher, mais bon, c'est un sujet sur la collaboration, 3h20, fallait pas s'attendre à des gros trucs. Et les films de Seconde Guerre mondiale, bah, c'est compliqué aussi, surtout quand tu fais un truc d'action en mode Avengers, t'as un peu du mal par rapport à ça. Et c'est le gros souci du film, c'est qu'il est pas très bien, premièrement, et deuxièmement, bah il y a cette vibe où littéralement tu vois que c'est fait pour l'action plus qu'autre chose. C'est très français, mais pas dans le bon sens du terme, en mode par rapport au blockbuster. Le fait qu'ils mettent en avant des icônes de la France, ça y a aucun problème, mais c'est juste le côté blockbuster qui en France marche pas. Genre le Chant du Loup était bien meilleur. Je vais pas refaire ma critique, ok? Mais en tout cas, c'est un énorme flop. Moi, je sais même pas si je vais voir le deuxième. Si c'est encore 2h40, j'ai pas envie de me les infliger. Honnêtement, même si je pense que la partie 2 sera meilleure. Mais en tout cas, énorme échec. Ils comptaient sur le film, mais le marketing était pourri. Le film est pourri. Qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Ça sera bien en VOD dans quelques mois. C'est un film qui se regarde à la maison. Pas en salle. Ça, en salle, oui, c'est grand spectacle, je sais pas quoi, mais bon, bah, c'est pas bien, quoi, en fait, tout simplement. Donc, bref, pour moi, c'est un flop qui est mérité parce que le film n'est pas à la hauteur de son budget, n'est pas à la hauteur qualitative aussi des attentes qu'avait Pathé par rapport à ça. Donc, c'est un énorme échec, malheureusement mérité. C'est dommage pour le réal que j'aime bien. C'est dommage pour les acteurs qui font ce qu'ils peuvent. Mais globalement, le film était pas bien. Nous avons une grosse annonce concernant l'IMAX 70 mm. Ça arrive officiellement en France. C'est un peu la course à l'IMAX en ce moment avec l'Odyssée de Nolan, qui est le premier film de l'histoire à avoir tourné intégralement tout le film en IMAX 70 mm, ce qui n'était jamais arrivé avant pour un film de fiction. Il y avait des documentaires et tout, mais la fiction, ça n'a jamais été fait. Et là, il y a un Pathé qui va ouvrir une salle IMAX 70 mm, le Pathé Odysseum à Montpellier. Et pourquoi ce Pathé-là et pas un autre ? C'est simple, en fait, c'est que ce Pathé-là, en France, qui avait le bon format. Rappelez-vous, le format IMAX, pour ce genre de salle, c'est 1,43. Et en France, en Ile-de-France, parce que c'est surtout les Parisiens qui sont énervés, en Ile-de-France, le format, c'est 1,90. C'est pas dingue, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que Pathé et IMAX ont sûrement décidé de push le Montpellier parce que littéralement c'est le seul écran viable de la France, du pays. Donc c'est là qu'il y aura le IMAX 110 mm. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des choses comme ça dans le sud de la France. Moi j'habite à Lille, moi je vais aller à Bruxelles. D'ailleurs j'ai déjà commandé mes places pour le Kinépolis de Bruxelles le week-end de sa sortie. Les places sont un peu chères. Genre au Kinépolis de Bruxelles, c'est 31 € la place. J'ai quand même pris parce que je vais y aller. Avec le train, moi, c'est Lille, donc c'est à côté. Ça coûte rien en train et je peux faire le retour dans la journée. Mais ça fait quand même une journée à genre 70 balles minimum, quoi, pour un Lillois. Ça fait cher pour un film, je suis d'accord avec vous. Maintenant, si vous allez dans le sud, bah profitez-en. Faites-vous-en un week-end. Allez dans le sud, qui fait le soleil, ce genre de choses. Bah faites un vrai week-end de vacances et en même temps, tapez-vous l'Odyssée.
ça peut être intéressant. Sinon, les Parisiens, vous faites l'aller-retour à Bruxelles. Aller-retour Bruxelles, c'est facile, 130, 120 balles de train. Et avec la séance, vous avez pour 160 balles. Vous mangez un truc là-bas, vous faites une journée à 200 balles. Donc c'est cher, j'en suis bien conscient. Mais d'un autre côté, franchement, moi je suis très content parce que les Parisiens, ils ont toujours tout en termes de culture. Moi qui habite à Lille, si je vois un truc, c'est à Paris. Une séance, une avant-première ou quoi, c'est à Paname. Il y a même des gens qui bossent à Bruxelles qui vont à Paris pour des avant-premières parfois. Rendez-vous compte de ça, genre des journalistes et tout, il n'y a pas toujours tout à Bruxelles. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose de décentraliser la France, d'avoir autre chose. C'est chiant pour les gens qui habitent genre à Rennes ou Brest ou peut-être même Toulouse pour aller à Montpellier. Ça, j'entends, il n'y a aucun problème. Mais il y a un moment, on va pas tout donner à Paris. Et sûrement qu'une salle 70 mm va sortir un jour à Paris en IMAX. Parce qu'attention, le Grand Rex, il propose une séance littéralement 70 mm, mais c'est pas de l'IMAX. C'est juste du 70 mm. Donc la qualité sera meilleure, ok, mais c'est pas de l'IMAX. Attention à ça. Parce qu'il joue un peu sur le flou marketing de la chose. Là, la meilleure séance disponible en France, c'est l'IMAX 70 mm. La manière dont Nolan a voulu que vous voyiez le film. Et moi, je le savais depuis des mois que ça allait ouvrir là-bas, mais bon, j'avais pas le droit de le dire, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que Nolan voulait que vous voyiez le film. C'est disponible dans cette ville-là. Je suis content pour Montpellier. Je suis un peu content que les Parisiens soient énervés parce que vas-y, vous avez toujours tout à Paris, il faut que les choses changent aussi, j'ai envie de vous dire. Donc c'est très bien. Et si vous vous posez la question de pourquoi là-bas, c'est juste à cause de l'écran. Voilà, c'est les négociations avec IMAX, avec Pathé, ils avaient l'écran là-bas et c'est pour ça que c'est là-bas et pas à Paris. Et pour ceux qui se posent aussi la question de c'est quoi la différence, eh bien ça tombe bien, le site officiel de l'Odyssée vous propose de vérifier la différence. Vous pouvez aller sur le site officiel, vous pouvez regarder la bande-annonce dans les différents formats. Vous avez le format IMAX 110 mm, IMAX 180, vous avez le 35 mm, 110 mm, bref, vous pouvez voir la différence de format et voir ce que vous allez louper à l'écran. Donc, voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez vivre cette expérience sur le site web, voir pourquoi ça vaut le coup d'aller ou à Londres, ou à Bruxelles, ou à Prague aussi pour l'Odyssée, ou à Montpellier. Voilà, je voulais partager cette info parce que je trouvais ça un peu important et il y avait plein de débats par rapport à ça depuis des mois et des mois. Mais voilà, le pressing a fonctionné, l'IMAX 110 mm est présent, Nolan a fait son pressing aussi, il y a des salles qui seront à fond sur ça et c'est cool qu'on en ait enfin une en France et je suis content pour moi, pour les gens du Sud, mais surtout pour la France, que ce soit dans le Sud et pas toujours tout à Paris. Il y a un moment, c'est bon quoi. Et pour le Kinépolis de Bruxelles, attention, ils ont mis des places en vente jusqu'au 4 août, mais ça va vite. Il y a des places qui seront sûrement prises. Là, il y a un engouement. Le premier week-end, il est quasiment déjà complet, surtout les bonnes places. Donc, si vous voulez partir à Bruxelles, commencez à réserver dès maintenant. Les places sont en ligne, en vente, depuis hier matin à 9h. À 9h, il y avait déjà des séances qui étaient pleines, pour vous dire. Genre, le samedi soir, c'était plein. Déjà, donc faites attention à ça, réservez vite. Et Montpellier, je crois que c'est déjà ouvert, ou peut-être ça ouvre les réservations le 15, à vérifier, mais vérifiez le Pathé Odysseum, les places risquent de partir assez vite. Ensuite, il faut savoir que le film Michael ne va pas dépasser le milliard au box-office. C'est peut-être une surprise, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est les 900 millions qui ont été dépassés. Le film va sortir en digital quasiment partout dans le monde, sauf en France, là, dans les semaines qui viennent, ou même genre cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc les 900 millions ont été franchis. Les 911 millions, qui était le record de Bohemian Rhapsody, c'est possible qu'ils soient franchis aussi. Mais le milliard, ça semble impossible. Je suis un petit peu étonné, mais je pense que les retours sur le film, les polémiques et la qualité du film n'aident pas. Mais en tout cas, c'est quand même un score exceptionnel, le plus gros score de l'histoire de Lionsgate. Donc à partir de là, pour eux, c'est clairement une victoire. Et même si j'aime pas du tout le film, c'était évident qu'il allait cartonner. Je suis curieux de savoir si la partie 2 va autant marcher ou moins dans quelques années. Mais en tout cas, voilà, Michael ne va pas dépasser le milliard. Spider-Man Brand New Day va durer normalement 2h30, sur le plus long film de la saga Spider-Man. C'est aussi scénarisé de manière assez rigolote par Justin Kuritzk, qui était donc l'un des scénaristes de Challengers, qui a bossé sur pas mal de projets avec Luca Guadagnino, et c'est lui qui a réécrit le scénario. Donc, très curieux de savoir ce qu'il a réécrit, peut-être sur les relations avec les personnages et tout. Mais en tout cas, Brand New Day aura le droit à une nouvelle bande-annonce sûrement la semaine prochaine. Et les réservations seront aussi ouvertes la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi comme film, ça m'intéresse. Il y a pas mal de bandes-annonces qui ont été diffusées, dont celle du prochain Greg Araki, I Want Your Sex. J'ai vu que quelques films de Greg Araki, j'ai pas vu toute sa trilogie de l'Apocalypse là. Mais en tout cas, ça me donne envie de voir ce film, ça a l'air vraiment perché comme d'habitude, très sexuel, très fun. En général, c'est des films qui sont assez courts, 1h20, 1h30. Donc j'ai hâte de voir ce film. La bande-annonce m'a vraiment donné envie, une énergie un peu pop, BDSM qui est cool. De Social Reckoning, donc de Social Network 2 littéralement, a eu le droit à sa bande-annonce aussi. Et même si j'aime beaucoup des acteurs comme Jeremy Strong, comme Mackie Madison et tout, j'avoue que cette bande-annonce m'a pas vraiment donné envie. Ça a l'air un petit peu académique, ça a l'air un petit peu chiant.
Bon, le fait qu'il joue pas vraiment Zuckerberg, mais qu'il y ressemble un peu et tout, ok, pourquoi pas. Mais juste, c'est un film qui va être tellement basique, comme fait beaucoup Aaron Sorkin. En fait, Aaron Sorkin, en scénariste, je le trouve génial. En réalisateur, il fait les films les plus basiques de la planète. Donc là, tu regardes ça, tu dis, ok, c'est un film de procès comme il a déjà fait auparavant avec Trial of the Chicago 7. C'est un film d'enquête journalistique comme il a déjà fait auparavant. Tu dis, bon, bah, ça va être sympa. Je pense que ça va être bien, hein. Je pense que ça va aller chercher des Oscars et tout. Ça dépend de la qualité du film. Mais honnêtement, la bande-annonce ne donne pas spécialement envie. Limite, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'acting de Jeremy Strong et de Bill Burr. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner quand ça sortira. Mais c'est que pour l'instant, bande-annonce tiède, quoi. Tu dis, ah, ok, ça va être sympa en salle. Et puis basta, ça va pas faire beaucoup de bruit, je pense en tout cas. Sinon, Chapter 51, c'est un petit film avec Colman Domingo et plein d'autres actrices qui a l'air intéressant. C'est un petit budget qui raconte l'histoire de comment un film à 500 millions de dollars se faisait à l'époque. Ça mélange genre thriller, action, film sur cinéma, sur l'art. Il y a un truc un peu Hitchcockien à la chose. Ça a l'air assez intéressant et visuellement, c'est des couleurs très saturées. Ça mélange les genres. Ça peut être sympa. Si un jour ils sont en France, ça peut être rigolo. Whale Fall, alors là, incroyable. Whale Fall, ça a été annoncé il y a quelques mois déjà, mais là on a une bande-annonce. C'est l'histoire d'un mec qui fait ses activités classiques sous-marines et il se fait avaler par une baleine. Et oui, une énorme baleine. Techniquement, c'est un cachalot, si je dis pas de bêtises, mais une énorme baleine. Et juste l'affiche, regardez-moi l'affiche. C'est un mec qui se fait avaler par une baleine et il y a déjà une pieuvre dedans. Incroyable. Moi, j'achète. La bande-annonce, c'est cool parce qu'en fait, j'imagine qu'on voit que le début du film, genre les 20 premières minutes de lui qui se fait avaler. C'est cool pour le concept. Maintenant, il faut que ça suive. Il faut que le concept suive dans le ventre de la baleine en mode Pinocchio pendant genre 1 heure. Après, à voir ce que ça va donner. Le côté claustrophobique, thalassophobie, moi, me chauffe bien. Ça a l'air plutôt cool, plutôt divertissant. Ça a l'air plutôt bien fait de la bande-annonce. On voit pas grand-chose, mais bon, c'est les fonds marins, ça peut être sympa. À voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être un bon délire. Et j'ai hâte de voir s'il sort en salle en France. Nous avons la bande-annonce de Dog Stars, vous savez, le fameux film de Ridley Scott qui sort en août. Et ça a l'air bien. Encore une fois, en fait, Ridley Scott, il a l'œil. C'est un bon réalisateur, clair et net, il sait bien filmer les choses, il a un talent fou pour ça. Maintenant, ça dépend du scénario. Si le scénario est bon, le film va être bien. Mais en tout cas, de la bande-annonce, ça me donne envie. Ça a l'air intéressant, un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, un peu unique dans le genre aussi, je trouve, du post-apocalyptique à voir. Mais oui, ça me donne vraiment envie et je pense que ça peut être vraiment bien, ça sort en août. Et si on parle de Ridley Scott, il n'a jamais gagné l'Oscar, mais il va recevoir un Oscar honoraire. Voilà, c'est quand tu gagnes pas l'Oscar, on te donne un Oscar d'honneur. Comme ça, ce sera pas le seul. D'ailleurs, même s'il a été nommé 4 fois, il a jamais gagné. Glenn Close fait partie de la liste. Il a été nommé 8 fois sans gagner. Et Floyd Norman fait partie de la liste aussi. C'est le premier animateur noir à avoir bossé pour Disney. Et il a bossé là-bas 65 ans. Oui, il a 90 ans aujourd'hui. Il a bossé 65 ans chez Disney. Rendez-vous compte. Donc il sera aussi honoré par rapport à ça. Et si on continue avec Ridley Scott, il faut savoir que Hugh Jackman va jouer dans L'île au trésor. Vous savez, le fameux bouquin. Pour ceux qui sont de ma génération, en fait, c'est le bouquin qui a donné l'adaptation de La planète au trésor de Disney. Mais bon, là, c'est la version classique en mode pirate et tout. Et c'est un bouquin pour enfants. Voilà, c'est Ridley Scott qui va réaliser. C'est Jack Thorne qui a fait donc Adolescence et Sa Majesté les Mouches, là, qui est sorti récemment, qui va scénariser. Donc, c'est littéralement un film qui sera en mode aventure pour enfants, sympa. Hugh Jackman a déjà joué un pirate. S'il joue en effet un pirate, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi, c'est une histoire que j'aime bien. Hérédité a un préquel. Voilà, le réalisateur, Ari Aster, a dit qu'un préquel a été écrit et pas le temps de le réaliser. Il n'a pas prévu de le réaliser. Il sait même pas s'il va le sortir, mais un préquel à Hérédité existe. J'ai vu quelqu'un sur Twitter dire que c'est le préquel où ils vont mettre les poteaux sur la route, quoi. Vous voyez de quoi je parle. À voir ce que ça peut donner, si c'est intéressant ou pas. Je pense qu'il y a des trucs à développer dans l'univers, mais c'est pas la priorité pour Ari Aster, ça c'est clair et net. Jason Momoa a quitté le projet Helldivers. On sait pas vraiment pourquoi, mais il a quitté. Il sera sûrement remplacé. Et moi, je pense que Helldivers, ça serait cool qu'il fasse un film avec des inconnus. Genre vraiment, tu suis des escouades et ils se font tous bousiller un par un. Et qu'il n'y ait pas de star. Après, je comprends, il faut une star pour ce genre de projet et tout. Mais je pense que si tu as vraiment un truc comme Starship Troopers, où il y a des gens qui se font fusiller, défoncer tout le temps, et tu les laisses mourir. Alors, je sais que c'est pas le cas dans Starship Troopers, hein, mais tu prends un peu des no-name qui meurent beaucoup. Ça peut être hyper intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Mais pour l'instant, ils vont trouver, j'imagine, un autre acteur. Nadav Lapid est boycotté du festival de Marseille. Pour faire simple, Nadav Lapid, c'est un réalisateur israélien qui a donc réalisé un film qui s'appelle Oui, il y a quelques années, qui parlait justement de la réaction d'Israël par rapport au 7 octobre et comment la société israélienne évoluait. C'est un dissident du régime israélien, mais il faut savoir qu'il était invité au festival de Marseille et en même temps, les réalisateurs pro-palestiniens voulaient boycotter le festival s'il était présent. Alors pourquoi ? C'est un petit peu compliqué. En gros, c'est un dissident, il n'est pas pro-Netanyahou, il s'oppose au gouvernement Netanyahou, mais lorsqu'il fait ses films, il prend quand même l'argent d'Israël. Il prend quand même l'argent de propagande israélienne. Il va quand même faire des réunions à l'ambassade avec l'ambassadeur israélien. Il y a des trucs comme ça
où il est quand même étonnamment proche du gouvernement israélien. En même temps, il prend l'argent du gouvernement israélien et il fait ses films, même s'ils sont critiques ou pas du régime israélien. En fait, c'est aussi de là où vient l'argent et d'où repart l'argent aussi. On en a parlé beaucoup dans notre émission sur la Palestine. Rage Bait, c'est disponible sur YouTube, vous savez, dans l'onglet diffusion en direct. Donc c'est un vrai truc. Il est certes dissident, mais il y a un truc d'argent. Il y a plein de Français qui sont opposés à ce boycott, dont Nathalie Portman, Justine Triet, Jacques Audiard. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu dans cette histoire, c'est que je sais pas moi quoi en penser. En vrai, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pas en mode, tu vois, s'il y a des réalisateurs russes, israéliens qui veulent faire des films, moi, ça me dérange pas. Je pense pas qu'il faut non plus censurer la culture et l'art par rapport à ça. Maintenant, il faut des disclaimers, faut en parler, d'accord, faut s'y opposer. Voilà, là, les Palestiniens ont décidé de boycott. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on donne la parole à Nadav Lapid. Moi, je veux entendre les gens qui ont décidé de boycotter. Parce que c'est lui qui a le droit de faire des interviews, la presse et tout. Mais les Palestiniens qui voulaient boycotter, ou alors les réals pro-palestiniens qui voulaient boycotter s'il était là, bah moi, c'est eux que je veux entendre. C'est eux que je veux voir. Et du coup, il y a plein de posts Instagram, de plein d'associations du cinéma pour la Palestine qui en parlent en détail de pourquoi il a été boycotté. Mais c'est qu'en termes de médias, tous les médias, la pétition signée par 300 personnes soutiennent cet homme-là. Et bon, à la limite, je peux comprendre, hein. Peut-être, voilà, c'est pas si grave que ça, entre guillemets, chacun son avis. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on donne la parole aussi à pourquoi les gens le boycottent, pour qu'on comprenne le système de financement, le système politique de ces films qui peuvent être problématiques aussi, quoi. C'est ça mon avis sur ça. Moi, je suis pas en mode boycottez-le, boycottez pas. Je m'en fous un petit peu, pour être tout à fait honnête. C'est pas pour moi le sujet principal et c'est un débat peut-être plus entre guillemets intellectuel et tout. Et laissons ça aux gens qui sont concernés. Donc, les Palestiniens, les pro-palestiniens et quelqu'un comme Nadav Lapid. Au moins, dans ma tête, tu vois, il est pas pro-Netanyahou. Après, qu'on discute de comment il fait ses trucs et tout, c'est un débat. Mais moi, à titre personnel, je m'en fous qu'il soit boycotté ou pas. Dans les deux cas, ça m'aurait pas dérangé personnellement. Mais j'entends l'avis des gens qui veulent le boycotter. Ça, j'entends à 100%. Je comprends. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais j'aimerais juste qu'on leur donne aussi la parole plutôt que juste à Nadav Lapid. Si on parle de gens qui sont cancel, il faut parler d'Oliver Stone, le grand conspirationniste qu'on aime tant, parce qu'il fait des bons films en réalité, mais c'est qu'il est quand même assez conspirationniste, assez pro-Poutine. Bref, c'est un mec assez fascinant et un peu fou. Il va sûrement faire son dernier film qui s'appelle White Lies avec Michael Douglas qui est sorti de la retraite pour faire ce film. Willem Dafoe et tout, et le film va sortir. Voilà, son dernier film de fiction normalement de sa carrière. Normalement, peut-être il va ressortir autre chose par la suite, et Michael Douglas et Oliver Stone. Mais en tout cas, le concernant, White Lies risque d'être son dernier film. Il va sortir, je suis curieux de le voir parce que Oliver Stone c'est un mec assez fascinant, donc j'ai hâte et j'espère qu'il va sortir un peu partout dans le monde. They Follow, vous savez la suite à It Follows, le casting a été annoncé, c'est toujours Maika Monroe qui sera donc de retour et en même temps Naomi Aki qui a rejoint le casting et le tournage va commencer le mois prochain pour normalement une sortie l'année prochaine. Je suis curieux de voir comment ils vont adapter la sauce It Follows, They Follow, voir ce que ça va donner. Sean Penn a dit qu'à partir de maintenant il refuse les selfies. Et en vrai je le comprends, tu vois, s'il veut sa vie privée, s'il veut juste vivre, il veut pas être dérangé, je comprends qu'il refuse les selfies. Ce qui me fait moi un petit peu rire tout de même, c'est pas la manière dont il a dit les choses. Il a dit je refuse les selfies. Non, il a pas dit ça. Il a dit je refuse les selfies, même si vous êtes une grand-mère qui a vécu l'Holocauste et que vous venez avec votre petit enfant handicapé, tétraplégique en fauteuil roulant, je refuse quand même le selfie. Mec, t'avais pas besoin de dire ça. Avec tout le respect, t'avais pas besoin de dire ça. Fallait juste dire je refuse les selfies à partir de maintenant, arrêtez de m'embêter, c'est ok. Mais la comparaison, l'exemple extrême à mourir de rire. Le mec est fou. Il a toujours été fou, hein, Sean Penn, mais le mec est vraiment fou et ça me tabasse de rire. Si on parle de choses qui font rire, c'est 24 Jump Street qui était annoncé. Et là, vous dites, mais attendez, Reg, 21, 22, 24 Non. En fait, ils ont sauté le 23 car ça fait tellement longtemps qu'ils devaient le faire qu'ils sautent une version. Voilà, c'est ça l'excuse officielle. Les acteurs seront normalement de retour. Channing Tatum, Ice Cube, Jonah Hill qui est aussi scénariste du film. C'est déjà prévu depuis un moment. Voilà, c'est en discussion, négociation depuis des mois, des années qu'ils allaient refaire un 24 ou 21 ou 22 Jump Street, peu importe. Là, c'est officiel. Le scénario est prêt. Ils vont trouver les financements. Ils vont commencer la production. Et normalement, qui sait, fin d'année, ils vont commencer le tournage. L'année prochaine sort un 24 Jump Street avec les acteurs qu'on connaît. Moi, j'aime beaucoup 21, j'allais dire 24, mais 21 et 22 Jump Street. Moi, c'est une saga que je trouve vraiment cool et drôle. Donc, j'ai hâte de voir le prochain film, voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est officiel. Normalement, ça va se faire avec les acteurs de retour. C'est en négociation. Idris Elba ne veut pas que James Bond soit woke. Il veut pas forcément d'un James Bond africain. Il a pas dit noir, il a dit africain. Il veut pas de politique dans James Bond. Il veut juste que ce soit James Bond et puis basta. Idris, avec tout le respect, James Bond a toujours été politique. Déjà, le cinéma, c'est politique. Mais James Bond représentait quand même à l'époque le colonialisme britannique.
la misogynie britannique, le côté extrêmement hétéro, toxique, masculiniste. Ça a toujours été ça, James Bond. Et à travers les années, et surtout les décennies, James Bond a évolué. Avec les James Bond de Craig, il a une nouvelle douceur. Il est un peu différent, il est moins colon mental. C'est plutôt des films contre le propre gouvernement britannique aussi. C'est une excuse qu'il a dite lui, c'est les marchés. En mode, ouais, le monde, il s'en fout, il veut juste James Bond et puis basta. Mais le monde a déjà bouffé du James Bond un peu woke. Genre, Daniel Craig, il est un peu bi, entre guillemets, c'est sous-entendu. Il est plus doux, plus sympa avec les femmes, il les tape plus sur les fesses et tout. Donc en fait, James Bond a toujours été extrêmement politique et a toujours évolué avec son temps. Donc le fait d'avoir un James Bond issu de l'immigration ne changerait rien, en fait. Rien du tout. Le monde est prêt. Le monde est prêt pour un James Bond noir. Moi, je vous le dis. Un James Bond d'origine indienne, je suis pas sûr. Parce que l'Inde subit encore beaucoup de racisme. Les noirs aussi, évidemment. Mais je pense que le monde est prêt pour un James Bond noir. Est-ce que d'après moi, ça sera un James Bond noir? Jamais de la vie. Moi, je pense qu'ils vont jamais de la vie tenter un James Bond noir. Si c'est un genre Damson Idris, un jeune comme ça, moi, je suis chaud. Moi, ça me chauffe. Je l'ai beaucoup aimé dans F1. Il a l'air très cool. Si c'est un Jacob Elordi, why not? Mais je pense que le monde est prêt pour un James Bond littéralement noir ou d'une origine britannique, surtout noire. Parce qu'en fait, voilà, c'est une grande minorité. Je pense que l'Inde, le monde n'est pas prêt. Malheureusement, j'aurais adoré Dev Patel ou un gars comme ça, mais je pense que le monde est trop raciste envers les Indiens aujourd'hui et le monde n'est pas prêt. Je pense qu'un noir, ça peut carrément le faire. Maintenant, le fait qu'il dise qu'il soit pas woke, c'est juste que Idris, c'est bon, maintenant il est chevalier, Idris, et n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi, parce que James Bond a toujours été un peu woke. Il a toujours évolué avec son temps. Et avec le nouveau Bond, quoi, la nouvelle époque, il a toujours été genre hyper respectueux, sympa, moins masculin, toxique et tout. Donc en fait, James Bond a toujours, mais toujours été politique, toujours évolué avec son temps, et c'est resté Bond. Les films ont quand même cartonné, les gens sont quand même allés les voir, ça a toujours bien marché. Donc il y a un moment, en fait, ce genre de conneries, on arrête, Idris chute, n'importe quoi, et voilà, s'il y a un Bond un jour qui est noir, ou indien, ou quoi, et qui est respectueux des femmes, c'est ok, hein, ça reste James Bond, hein, vous inquiétez pas, c'est juste évolué avec son temps, c'est juste ça, donc no stress. Hein. Et si on parle de Bond, il faut savoir que Steven Spielberg, depuis les Dents de la Mer, aurait aimé réaliser un James Bond, mais on lui a toujours dit non. On lui a toujours dit non. Et à partir d'un moment, il s'est dit, bah c'est bon, ça me saoule. Mais Spielberg qui fait Bond, incroyable. Franchement, déjà, Spielberg, quand il fait de l'espionnage, il est trop fort. Mais Spielberg chez James Bond, ça serait incroyable. Mais là, c'est bon, il va pas jamais le faire. C'est dommage, il veut plus le faire. De toute façon, ça l'intéresse plus. On lui a tellement dit non. Et maintenant, vous savez, c'est Amazon. Et Amazon, ils veulent garder le final cut, le montage final, entre guillemets. Denis Villeneuve, il a dit oui à Amazon pour qu'ils aient le montage final. Un réal comme Spielberg, comme Nolan, ils vont jamais accepter ça. C'est un truc, ils veulent avoir leur film à eux, et puis basta. Donc, c'est triste qu'il ait jamais fait de James Bond. Il aurait adoré, mais il y a plein de films d'espionnage de la part de Spielberg. Donc ça va, en réalité. Mais c'est vrai que Bond aurait été stylé, mais ça fait quand même 50 ans qu'il voulait le faire. On lui a dit non, qu'ils ont essayé de trouver des arrangements. Mais voilà, il n'a jamais fait Bond, et il ne le fera probablement jamais Bond. Ensuite, pour parler série télé vite fait, voici Scooby-Doo. Voilà, c'est un petit chiot. Voici Scooby-Doo dans la série Netflix live action Scooby-Doo. Je sais pas si je vais regarder. La version prequel, Scooby-Doo et tout, avec des ados, je sais pas si ça m'intéresse. Honnêtement, je pense pas que je vais regarder. J'ai 30 ans, les gars. Bientôt 30 ans, c'est bon, en fait. Il y a un moment... Mais en tout cas, je m'attendais plus à du CGI, honnêtement. Mais c'est un petit chiot. Et il est mignon, le chiot, hein, mais c'est un petit chiot. Je sais pas comment ils vont faire. Il y aura sûrement plusieurs chiots qui ressemblent à Scooby-Doo pour le tournage. Parce que sinon, à moins qu'ils fassent un tournage rapide, un chiot, ça grandit vite, pour le coup. Donc je pense qu'ils auront plusieurs chiots qui vont se ressembler. Mais en tout cas, voilà, c'est un chiot, il ressemble à ça. Il y aura, j'imagine, bientôt une bande-annonce en fin d'année du projet. Je pense pas que je vais regarder, mais ça sortira l'année prochaine. Et si on parle de bande-annonce, c'est la bande-annonce de The Bear saison 5 qui a été diffusée. Il faut savoir que la saison 5 sera la dernière et la série s'achève là le 25 juin. Et ça a l'air cool, ça a l'air divertissant. Moi, j'ai un peu perdu l'énergie avec The Bear. Genre, saison 3, c'était cool, 4, c'était sympa. Mais j'ai perdu un peu l'énergie. Ça devenait de plus en plus la même chose, ça se ressemblait et tout. Et j'aime bien toujours. Hein. Et je vais sûrement bien aimer la 5. Mais ça va jamais se comparer à l'énergie que j'ai sentie quand j'ai vu la 1, puis la 2. Mais la 3 et 4, c'était une saison entière qu'ils ont coupé en deux, ça se ressentait. Là, la 5, s'ils finissent en beauté, je suis chaud. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour un peu des intrigues. Donc c'est bien de conclure maintenant. Mais c'est vrai que peut-être c'était une série à faire en 3 saisons plus qu'autre chose. Mais bon, je vais quand même kiffer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si on parle de James Bond, faut savoir que le jeu 007 First Light, que j'ai toujours pas eu le temps de faire, putain, j'ai trop envie d'y jouer, est un énorme succès. Voilà, c'est 3 millions de ventes en même pas 10 jours, ça cartonne, c'est trop bien. À la base, ils voulaient pas faire de suite, mais là, Amazon, ils sont en train de se dire, bah attendez, les gars, le jeu, il a cartonné, pourquoi on ferait pas une suite? Donc ils vont sûrement discuter avec ce studio-là ou un autre pour peut-être faire une suite, mais c'est un énorme carton et j'ai trop envie d'y jouer. Déjà, j'ai eu besoin de finir Resident Evil 2, là, que j'ai toujours pas fini, mais ça, j'ai trop envie de jouer, j'espère ce week-end le commencer. Et Legend of Zelda Ocarina of Time Remake a été annoncé, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre le remake de vieux jeux.
Pour le coup, ce sera pas le même jeu, on est d'accord. Mais Ocarina of Time, aujourd'hui, il est un peu rude, je trouve. Donc un remake de ce genre de jeu, ouais, non, après j'ai pas de Switch, moi, à titre personnel, mais pour les gens qui ont déjà fait Ocarina of Time, qui peuvent le redécouvrir, ou les gens qui l'ont jamais fait, c'est aussi un moyen de le découvrir tout court. Bref, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à bien utiliser le lien dans la description, en commentaire épinglé, afin de prendre votre pack découverte à moins de 20% chez YFood. Le code est reg-6 YouTube. Foncez sur l'offre pour profiter de ces boissons au repas qui sauvent la vie. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Toutes les vidéos sont aussi disponibles en mode podcast. Pensez à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.